Imaginez que vous deviez traverser un désert entier pour trouver un grain de sable particulier. Pas n'importe quel désert, tous les déserts de la Terre réunis. Et ce grain de sable, il est peint en rouge, un seul. Et on vous dit que si vous ne trouvez pas exactement ce grain, l'univers entier n'existe pas. Pas vous, pas les étoiles, pas les galaxies, rien. Le vide absolu pour l'éternité. C'est à peu près comme ça que les physiciens décrivent la précision avec laquelle les constantes fondamentales de notre univers sont ajustées. Certains parlent d'un réglage si fin, si absurde, si vertigineux, qu'il défie toute tentative d'explication naturelle. D'autres affirment que c'est tout à fait normal, que nous ne faisons qu'observer un biais de sélection. Et quelques-uns, parmi les plus grands cerveaux de notre époque, avouent simplement qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas non plus de la philosophie de comptoir. C'est la physique la plus rigoureuse, la plus vérifiable, la plus dérangeante qui soit. Et si vous écoutez cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi des prix Nobel perdent le sommeil à cause de quelques chiffres gravés dans le tissu de la réalité. Avant de plonger dans les abysses de cette question, pensez à laisser un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est la façon la plus simple de soutenir ce genre d'exploration que nous faisons chaque semaine. Parce que ce que nous allons explorer ensemble est peut-être la question la plus profonde que la science ait jamais osé poser. Pourquoi l'univers est-il exactement comme il est ? Et si la réponse vous donne le vertige, ne vous inquiétez pas, vous êtes en bonne compagnie. Commençons par le commencement. L'univers, tel que nous le connaissons, obéit à des lois physiques. Ces lois contiennent des nombres, des constantes, des chiffres que personne ne peut déduire à partir d'une théorie plus fondamentale. Des chiffres qu'on doit mesurer directement dans la nature et qui, pour autant qu'on sache, pourraient prendre n'importe quelle valeur. La force de la gravitation aurait pu être 1000 fois plus forte ou 1000 fois plus faible. La charge de l'électron aurait pu être différente. La vitesse de la lumière aurait pu varier. Et pourtant, chacun de ces paramètres prend une valeur précise, très précise. Et presque toutes ces valeurs, si on les modifiait ne serait-ce qu'un tout petit peu, transformeraient notre univers en désert stérile, en soupe de trous noirs, en néant sans structure, sans chimie, sans étoiles, et surtout, sans nous. L'astronome royal britannique Martin Rees, l'un des cosmologistes les plus respectés de notre époque, a résumé tout cela dans un livre qui fait réfléchir. Il suffit de 6 nombres pour décrire l'essentiel du réglage cosmique. 6 nombres qui, ensemble, façonnent tout ce qui existe. La taille des atomes, la durée de vie des étoiles, la vitesse d'expansion de l'espace, la capacité des noyaux atomiques à se former, la densité de l'univers et sa texture initiale. Rees appelle ça les 6 chiffres cosmiques, et il dit une chose troublante à leur sujet. Si l'un d'eux était légèrement différent, nous ne serions pas là pour en parler. Ce qui rend ce constat particulièrement inconfortable, ce n'est pas sa formulation philosophique, c'est sa précision mathématique. Ces chiffres ne sont pas vaguement adaptés à la vie, ils sont ajustés à des degrés de précision qui dépassent l'entendement. Certains d'entre eux doivent être ce qu'ils sont à une partie sur des milliards de milliards pour que quoi que ce soit de complexe puisse exister. Et quand on accumule tous ces ajustements, leur probabilité combinée devient un nombre si petit que le nombre de zéros nécessaire pour l'écrire dépasse le nombre de particules dans l'univers observable. Explorons-les un par un. Commençons par le plus scandaleux, celui que les physiciens décrivent eux-mêmes comme la pire prédiction de toute l'histoire de la science, la constante cosmologique. Le symbole grec lambda. Vous en avez peut-être entendu parler sous le nom d'énergie sombre, cette force mystérieuse qui fait s'accélérer l'expansion de l'univers. Albert Einstein l'a introduite en 1917 dans ses équations de la relativité générale, puis l'a reniée, la qualifiant de sa plus grande erreur. Il avait tort d'avoir honte, parce qu'en 1998, des astronomes qui observaient des supernovas lointaines ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélère bel et bien. Exactement comme le prédit cette constante non nulle. Einstein avait vu juste, mais pour les mauvaises raisons. La valeur réelle de cette constante est infime, ridiculement, absurdement petite. Le problème s'ouvre alors dans toute sa profondeur. La physique quantique prédit que le vide de l'espace n'est pas vide du tout. Il bouillonne. En permanence, des paires de particules naissent et s'annihilent en des fractions d'instants infiniment brèves. Ce phénomène, appelé fluctuation du vide quantique, est réel. On peut le mesurer indirectement via l'effet Casimir, cette force mystérieuse qui attire 2 plaques métalliques très proches l'une de l'autre dans le vide. Ces fluctuations contribuent à l'énergie du vide. Et quand on calcule cette contribution, en utilisant les meilleures théories dont nous disposons, on obtient une valeur de la constante cosmologique qui dépasse d'un facteur astronomique, littéralement, la valeur observée. Combien dépasse-t-elle ? Le mot « beaucoup »
est insuffisant. Le mot « énorme » est insuffisant. Les physiciens M.P. Hobson et A.N. Lazenby ont qualifié cette divergence de « probablement la pire prédiction théorique de toute l'histoire de la physique ». Et ils ont raison. La valeur théorique excède la valeur mesurée d'un facteur correspondant à 1 avec 120 zéros. Pour mettre ça en perspective, imaginez que vous deviez trouver une pièce de monnaie cachée quelque part dans un espace représentant plusieurs milliards de fois le volume de l'univers observable. C'est à peu près l'ordre de grandeur de la discordance entre ce que la théorie prédit et ce que la nature nous montre. Et pourtant, la valeur réelle existe. Elle est minuscule, mais non nulle. Ce détail est capital. Si cette valeur était seulement quelques ordres de grandeur plus grande que ce qu'elle est, l'univers aurait été soufflé comme un ballon qu'on gonfle trop vite. Les galaxies n'auraient jamais eu le temps de se former, les étoiles n'auraient jamais brûlé, le carbone n'aurait jamais existé. A l'inverse, si elle était négative et d'une magnitude similaire, tout se serait effondré sur lui-même en quelques instants après le Big Bang. L'univers aurait duré moins longtemps qu'un battement de cils avant de s'écraser dans un grand craquement cosmique. Le prix Nobel Steven Weinberg, athée convaincu, a admis que cette valeur semble requérir une annulation entre différentes contributions à l'énergie du vide, précise à environ 120 décimales près. Et il a ajouté que si cela n'avait pas été le cas, l'univers se serait soit effondré avant que la vie puisse apparaître, soit aurait explosé si rapidement qu'aucune galaxie ni aucune étoile n'aurait pu se former. Weinberg ne croit pas à un créateur, mais il est obligé de reconnaître que quelque chose, quelque part, a maintenu cette valeur dans une fourchette compatible avec l'existence. Voilà le premier scandale. Voici le second. Il y a une constante que les physiciens les plus brillants de l'histoire ont collée sur leur mur et ont regardé avec stupeur pendant des décennies. Elle n'a pas d'unité, pas de dimension. C'est un nombre pur et il vaut à peu près 1 sur 137. Les physiciens l'appellent la constante de structure fine, représentée par la lettre grecque alpha. Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, en a parlé de cette façon. C'est l'un des plus grands mystères maudits de la physique. Un nombre magique qui nous arrive sans aucune compréhension de la part de l'homme. On pourrait dire que la main de Dieu a écrit ce nombre, et nous ne savons pas comment il a poussé son crayon. Paul Dirac, lauréat du prix Nobel, l'a décrit comme le problème le plus fondamental non résolu de la physique. Wolfgang Pauli, autre géant de la physique quantique, a dit que lorsqu'il mourrait, sa première question au diable serait « Quelle est la signification de la constante de structure fine ?» Ce n'est pas une blague. Ce sont des scientifiques sérieux qui ont révolutionné notre compréhension du monde, qui expriment là une forme d'émerveillement et d'impuissance face à ce nombre. Qu'est-ce qu'il représente concrètement ? Il mesure la force de l'interaction électromagnétique, la façon dont les électrons et les photons interagissent entre eux. En termes simples, il gouverne la solidité des atomes, la façon dont les électrons orbitent les noyaux, la manière dont les liaisons chimiques se forment. Dans un sens plus profond, il règle la texture même de la matière. Parce que alpha est petit, environ 1/137e, l'électromagnétisme est relativement faible. Résultat, les électrons ne sont pas collés au noyau. Ils se baladent à une certaine distance, ce qui permet les liaisons chimiques, les molécules complexes, les protéines, l'ADN, la vie. Mais attention, alpha ne peut pas être trop petit non plus. S'il était beaucoup plus petit, les atomes seraient si diffus que rien ne pourrait se former. Ce qui fait frissonner les astrophysiciens, c'est la sensibilité extrême de ce seuil. Si alpha valait 1 sur 138 au lieu d'1 sur 137, un changement infime de moins d'1%, les étoiles ne pourraient plus produire de carbone. Cet élément, la base même de toute vie connue, disparaîtrait du tableau périodique des éléments forgés dans les étoiles. Modifier alpha d'environ 4% dans un sens ou dans l'autre suffit à rendre les étoiles incapables de fabriquer le carbone et l'oxygène qui composent vos os, votre sang, votre cerveau. Nous ne savons pas pourquoi alpha vaut ce qu'il vaut. Une équipe de physiciens basée à Paris, dirigée par Saïda Gelati Khelifa au laboratoire Kastler-Brossel, a mesuré cette constante avec une précision record en 2020, jusqu'à la 11e décimale. Le résultat correspond parfaitement aux prédictions du modèle standard de la physique des particules. Ce succès est célébré comme le triomphe le plus précis de toute la physique expérimentale. Mais il n'explique toujours pas pourquoi alpha vaut ce qu'il vaut et pas autre chose. On mesure mieux un mystère, on ne le résout pas pour autant. Et ce mystère touche directement à un moment extraordinaire de l'histoire de la science, peut-être le plus emblématique de tout ce débat. Nous sommes dans les années 50. Un homme s'avance dans un laboratoire de physique nucléaire en Californie et dit une chose qui stupéfie tout le monde autour de lui. Il dit « Il doit exister un niveau d'énergie particulier dans le noyau du carbone que vous n'avez pas encore découvert. Et si vous ne le trouvez pas,
votre théorie est fausse, mais l'univers lui-même est impossible. Cet homme s'appelait Fred Hoyle, astrophysicien britannique, génial et iconoclaste. Il est surtout connu pour avoir rejeté le Big Bang, au point d'avoir inventé ce terme par moquerie. Mais ce jour-là, en Californie, Hoyle a réalisé quelque chose de prodigieux. Si le carbone existait dans l'univers en quantité suffisante pour permettre la vie, c'est que la nature devait avoir mis en place un mécanisme particulier pour le fabriquer en abondance. Et ce mécanisme exigeait une coïncidence nucléaire précise. Regardons le mécanisme de plus près. Dans le cœur des étoiles âgées, les atomes d'hélium se fusionnent. 2 atomes d'hélium donnent un atome de beryllium. Mais le beryllium est extrêmement instable. Il se désintègre en moins d'un millionième de seconde. Normalement, avant qu'un 3e atome d'hélium puisse arriver et se fusionner avec lui pour former du carbone, le beryllium aurait déjà disparu. La réaction devrait être catastrophiquement lente. Trop lente pour expliquer l'abondance du carbone qu'on observe dans l'univers. Sauf si, il existe ce qu'on appelle une résonance. En physique nucléaire, une résonance est un état d'énergie particulier du noyau, une sorte de fréquence de résonance, comme une corde de guitare qui vibre à la bonne fréquence. Si le noyau de carbone possède une résonance à une énergie précise, juste un peu au-dessus de l'énergie combinée d'un noyau de beryllium et d'un noyau d'hélium, alors la réaction devient des millions de fois plus probable. Le beryllium éphémère capture l'hélium qui arrive, et on obtient du carbone. Hoyle a calculé que cette résonance devait exister. Sinon, rien de tout ce qui fait la vie ne pourrait être là. Il est allé voir l'équipe de William Fowler à Caltech. Les physiciens nucléaires étaient sceptiques. Il n'y avait aucune preuve expérimentale de cet état. Un jeune physicien nommé Ward Welling a décidé de chercher quand même. Et il a trouvé. La résonance existe, précisément là où Hoyle l'avait prédit, à une énergie légèrement supérieure au seuil, à partir duquel la réaction peut se produire, dans une fenêtre étroite qui permet au carbone de se former en abondance, tout en évitant que tout le carbone se transforme en oxygène juste après. Ce niveau d'énergie, qu'on appelle désormais l'état de Hoyle, est une coïncidence nucléaire d'une précision presque gênante. Si ce niveau d'énergie était décalé de plus de 4% dans un sens ou dans l'autre, le carbone ne se formerait pas. Et simultanément, il existe dans le noyau de l'oxygène un état d'énergie légèrement trop bas pour créer une résonance, ce qui garantit que le carbone, une fois formé, ne se transforme pas entièrement en oxygène. Les 2 résonances, l'une qui existe pour le carbone, l'autre qui n'existe pas pour l'oxygène, semblent réglées en tandem pour assurer l'abondance des 2 éléments essentiels à la vie. Fred Hoyle lui-même, pourtant athée et fervent opposant à l'idée d'un créateur, a fini par écrire que l'interprétation de bon sens des faits suggère qu'un super-intellect a bricolé les propriétés du carbone, ainsi que la chimie et la biologie, et qu'il n'existe pas de forces aveugles valant la peine d'être évoquées dans la nature. C'est une phrase troublante, venant d'un homme qui détestait l'idée d'un dieu. Mais elle illustre à quel point cette coïncidence est difficile à balayer d'un revers de main. Et pourtant, l'état de Hoyle n'est qu'un exemple parmi d'autres d'une réalité bien plus vaste. La force nucléaire forte, ce ciment invisible qui tient les noyaux atomiques ensemble, est elle-même réglée à une précision remarquable. Pensez à la structure de la matière. Au cœur d'un atome se trouve un noyau minuscule, beaucoup plus petit que l'atome lui-même. Dans ce noyau sont coincés des protons, chargés positivement, qui se repoussent avec une force électromagnétique immense. Si seulement la force électromagnétique opérait à cette échelle, chaque noyau exploserait instantanément. Mais il existe une force plus puissante encore, qui agit sur des distances infimes, la force nucléaire forte. Elle colle les protons et les neutrons ensemble, avec une vigueur qui dépasse de loin la répulsion électrique. Résultat, les noyaux tiennent, la matière existe. Mais la force forte doit être exactement ce qu'elle est. Si elle était environ 4% plus forte qu'elle ne l'est, les protons pourraient se lier directement entre eux sans avoir besoin de neutrons, ce qui créerait ce qu'on appelle un diproton. Dans cet univers alternatif, tout l'hydrogène de l'univers primordial aurait fusionné en quelques minutes après le Big Bang, alimentant une combustion nucléaire si rapide qu'aucune étoile stable ne pourrait jamais brûler lentement pendant des milliards d'années. Les étoiles vivraient peut-être des dizaines de minutes, puis mourir, sans laisser le temps à quoi que ce soit de complexe d'évoluer. A l'inverse, si la force forte était environ 10% plus faible, le noyau de deutérium, un proton et un neutron, ne serait pas stable. Et sans deutérium stable, la fusion stellaire ne démarrerait pas, les étoiles ne brûleraient pas, le cosmos serait obscur, silencieux, vide de chaleur et de lumière. Certaines analyses plus strictes
montrent que si la force forte augmentait de seulement 2%, les quarks, les briques élémentaires des protons, ne se combineraient plus de la même façon. Plus de protons stables, plus d'atomes. Fin de la chimie, fin de tout. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que la force forte est sensible aux valeurs d'autres constantes. En particulier, elle dépend de la masse des quarks légers, les quarks up et down, qui composent les protons et les neutrons. Si ces masses étaient légèrement différentes, la stabilité relative du proton et du neutron changerait. Un neutron légèrement plus lourd ou plus léger qu'il ne l'est modifierait les processus de fusion dans les étoiles, l'abondance des éléments dans l'univers et, ultimement, la possibilité même de chimie complexe. Le proton, qui constitue le noyau de l'hydrogène, est légèrement moins massif que le neutron, une différence d'environ 0,1%. Ce petit écart a des conséquences considérables. Il garantit que le proton libre est stable indéfiniment, tandis que le neutron libre se désintègre en environ un quart d'heure. Si les masses s'inversaient, l'hydrogène serait instable, et l'univers ne contiendrait que des neutrons. Aucun atome, aucune chimie, aucune vie. Chaque atome d'hydrogène que vous respirez, chaque molécule d'eau dans votre corps, existe parce que le proton pèse ce qu'il pèse et pas un peu plus. Mais la force forte n'est pas la seule force nucléaire. Il en existe une autre, moins connue, plus discrète, et peut-être encore plus cruciale pour que l'univers soit habitable. La force nucléaire faible est la force qui gouverne la radioactivité. Elle est responsable des désintégrations bêta, de la transformation des neutrons en protons à l'intérieur des noyaux. Elle est bien moins puissante que la force forte et l'électromagnétisme, et pourtant, sa valeur détermine des mécanismes cosmiques d'une importance capitale. Imaginez le cœur d'une étoile mourante. Quand une étoile massive a épuisé tout son carburant nucléaire, son cœur s'effondre sous l'effet de sa propre gravitation. En quelques fractions de secondes, la pression devient si extrême que les protons et les électrons fusionnent pour donner des neutrons, en libérant des neutrinos, des particules fantômes qui n'interagissent presque avec rien. Et c'est là qu'intervient la force faible. Les neutrinos sont les seules particules qui interagissent via la force faible. Dans le cœur en effondrement d'une étoile, ils sont produits en quantité faramineuse. Ils devraient traverser l'étoile entière sans interagir avec quoi que ce soit, comme des fantômes à travers un mur. Mais si la force faible est exactement ce qu'elle est, ces neutrinos interagissent juste assez avec les couches externes de l'étoile pour les souffler dans l'espace. C'est une supernova, une explosion cataclysmique qui disperse dans le cosmos tout le zinc, le fer, le calcium, l'or, l'uranium et des dizaines d'autres éléments forgés dans l'étoile au fil de millions d'années de fusion nucléaire. Sans supernova, ces éléments resteraient enfermés dans le cœur mort de l'étoile, condamnés à l'obscurité éternelle d'une naine blanche ou d'une étoile à neutrons. Les planètes ne pourraient pas se former. La Terre n'aurait pas de fer dans son noyau, ni de calcium dans ses os, ni de zinc dans ses enzymes. La vie telle que nous la connaissons serait impossible. Or, pour que ces neutrinos jouent exactement ce rôle, assez puissants pour souffler les enveloppes des étoiles, mais assez discrets pour traverser les couches les plus denses, la force faible doit être précisément ce qu'elle est. L'astronome royal Martin Rees a estimé qu'une variation de la force faible d'environ 1 sur 10 000 par rapport à la force forte suffirait à empêcher ces explosions de supernova. Et sans supernova, pas de dispersion des éléments lourds, pas de planètes rocheuses, pas de biosphère. Par ailleurs, si la force faible était beaucoup plus forte, la nucléosynthèse du Big Bang se serait emballée. L'hélium se serait formé trop vite et toute la matière aurait été consommée dans la réaction avant que l'univers ne refroidisse assez pour que les noyaux se stabilisent. Un univers entièrement fait d'hélium, sans hydrogène, sans carbone possible, sans rien de la palette chimique nécessaire à la vie. 4 constantes exposées, 4 régimes de réglage cosmique qui s'imbriquent comme les engrenages d'une montre extraordinairement complexe. Mais nous n'avons pas encore évoqué la force la plus familière de toutes, celle qui nous cloue au sol, celle qui allume les étoiles, celle qui est à la fois la plus faible et la plus structurante du cosmos. La gravitation. La force qui fait tomber les pommes, qui maintient la Lune en orbite, qui a formé les galaxies et les étoiles. Elle est gouvernée par la constante gravitationnelle, notée G, que Newton a identifiée au XVIIe siècle et qu'Einstein a réinterprétée dans sa relativité générale. Ce qui frappe immédiatement quand on regarde la gravitation d'un point de vue fondamental, c'est sa faiblesse stupéfiante. Quand vous posez un aimant sur un réfrigérateur, la force magnétique de cet aimant contrebalance à elle seule la gravitation de toute la planète Terre sur lui. Pourtant, la gravitation à l'échelle cosmique règne en maître. Elle effondre les nuages de gaz et de poussière en étoiles. Elle permet aux étoiles de générer la pression et la température nécessaires à la fusion nucléaire.
cette chaleur qui nous réchauffe depuis 100 millions de kilomètres. Mais si la gravitation était un peu plus forte, l'histoire des étoiles change radicalement. Des étoiles plus massives se formeraient à partir de moins de matière. Ces étoiles compactes brûleraient leur carburant à une vitesse bien plus rapide. Au lieu de durer des milliards d'années comme notre Soleil, elles vivraient peut-être quelques millions d'années. Un clin d'œil cosmique, pas assez long pour que la vie puisse émerger et évoluer à leur surface. Des analyses plus précises montrent que si la constante gravitationnelle était accrue d'une partie sur 1000 milliards de milliards de milliards de milliards, les étoiles stables comme notre Soleil n'existeraient plus. Elles brûleraient trop vite, sans jamais atteindre l'équilibre thermique qui permet une longue vie tranquille. Et si la gravitation était plus faible, les nuages interstellaires de gaz n'atteindraient jamais la densité nécessaire pour s'effondrer et former des étoiles. L'univers resterait à jamais un brouillard diffus d'hydrogène et d'hélium, sans structure, sans chaleur, sans lumière, sans chimie. Un univers noir et froid qui s'étend dans le silence pour l'éternité. Il y a un détail encore plus perturbant concernant la gravitation. La physique n'offre aucune raison théorique pour que la gravitation soit aussi faible qu'elle l'est. Si on calcule la valeur naturelle de G à partir des autres constantes fondamentales, en utilisant les échelles d'énergie caractéristiques de la physique quantique, on obtient une valeur des milliers de milliards de milliards de milliards de fois plus grande. La gravitation, telle qu'elle existe, est inexplicablement faible. Personne ne sait pourquoi. Et pourtant, c'est précisément cette faiblesse absurde qui permet aux étoiles de brûler tranquillement pendant des milliards d'années, assez longtemps pour que la vie émerge à leur surface. Martin Rees a utilisé une analogie saisissante. Imaginez une règle aussi longue que l'univers observable tout entier, des milliards d'années-lumière de bord à bord. L'extrémité gauche représente une gravitation nulle. L'extrémité droite représente une gravitation aussi forte que la force nucléaire forte. Entre ces deux extrêmes, la plage de valeurs compatible avec la formation d'étoiles stables comme notre Soleil correspond à une bande de moins d'1 centimètre sur cette règle cosmique. Notre gravitation réelle se situe dans cette bande minuscule. Si on l'avait placée au hasard n'importe où sur cette règle, les chances qu'elle tombe dans cette bande sont infimes. 6 constantes, 6 régimes de réglage indépendants, chacun d'une précision qui défie toute explication naturelle satisfaisante. Mais l'accumulation ne s'arrête pas là, car au-delà des constantes elles-mêmes, il y a quelque chose d'encore plus fondamental, les conditions initiales dans lesquelles l'univers est né. Et l'histoire de la façon dont la physique a commencé à mesurer cette dimension du problème commence de façon inattendue, en 1987, dans le bureau d'un physicien qui allait gagner le prix Nobel quelques années plus tard. Steven Weinberg, l'un des architectes du modèle standard de la physique des particules, l'homme qui avait contribué à unifier la force électromagnétique et la force faible en une seule description mathématique, était assis devant un problème qui le tourmentait depuis des années, la constante cosmologique. Cette valeur qui décrit l'énergie du vide, ce moteur invisible qui pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres toujours plus vite, les calculs de la théorie quantique des champs prédisaient que cette valeur devrait être colossale. Les observations ont montré qu'elle était infime. L'écart entre prédiction et réalité était vertigineux, plus grand que tout écart jamais observé entre une théorie physique et la nature. Weinberg décida de retourner le problème. Au lieu de demander pourquoi la constante cosmologique a la valeur qu'elle a, il posa une question différente. Quelle est la valeur maximale que cette constante pourrait avoir, tout en permettant à la vie d'exister ? Le raisonnement était le suivant. Si la constante cosmologique est trop grande, l'expansion de l'univers s'accélère si rapidement que la matière n'a jamais le temps de se regrouper. Les galaxies ne se forment pas, les étoiles ne s'allument pas, aucune planète n'émerge, aucun chimiste ne peut exister. La contrainte anthropique, le simple fait que nous sommes là pour observer, impose donc une limite supérieure sur la valeur de cette constante. Weinberg calcula cette limite, et il obtint quelque chose de remarquable. La valeur maximale compatible avec la vie était de l'ordre de quelques centaines de fois la densité de matière de l'univers. Autrement dit, si la constante cosmologique avait une valeur aléatoire dans une certaine plage, elle aurait de bonnes chances de ne pas être beaucoup plus grande que ce que nous observons. À l'époque, en 1987, personne n'avait encore mesuré directement la constante cosmologique avec précision. La valeur observée était si petite qu'on supposait généralement qu'elle était exactement nulle, une belle annulation parfaite. Weinberg prédit que, si l'argument anthropique avait un sens, elle ne serait probablement pas nulle, mais aurait une valeur non négligeable dans la gamme qu'il indiquait. 11 ans plus tard, en 1998, 2 équipes de chercheurs observant des supernovae lointaines firent une découverte qui valut à leur chef le prix Nobel en 2011.
l'expansion de l'univers s'accélère. La constante cosmologique n'est pas nulle, et sa valeur tombe exactement dans la fourchette que Weinberg avait indiquée en 1987, quelques fois la densité de matière. C'était une prédiction quantitative, faite à partir du seul principe anthropique, qui s'était vérifié. Leonard Susskind, qui était parmi les sceptiques de l'approche de Weinberg, reconnut plus tard que cette confirmation avait changé sa façon de voir les choses. Pour lui, c'était la preuve que l'argument anthropique, aussi dérangeant philosophiquement qu'il puisse être, avait une valeur prédictive réelle. Mais voilà le paradoxe que cet épisode révèle avec une clarté particulière. Weinberg avait fait une prédiction correcte en utilisant non pas les outils habituels de la physique, les équations, les symétries, les mécanismes dynamiques, mais un argument qui revient à dire « cette valeur doit être ainsi parce que si elle était autrement, nous ne serions pas là pour le mesurer ». C'est un raisonnement circulaire en apparence, et pourtant, il a fonctionné. Comment interpréter ce succès ? Est-ce que cela signifie que le multivers est réel et que la constante cosmologique n'a pas de valeur fondamentale, mais est simplement celle que les observateurs dans notre bulle de l'univers sont condamnés à mesurer ? Ou est-ce une coïncidence ? Ou encore, est-ce que le raisonnement de Weinberg a capturé quelque chose de vrai sur les contraintes que la structure de la réalité impose à ses propres observateurs sans qu'il soit nécessaire de postuler d'autres univers ? La réponse n'est pas tranchée, mais le fait que cette prédiction ait réussi a profondément marqué le débat sur le fine-tuning. Elle a montré que l'argument anthropique n'est pas purement métaphysique. Il peut, dans certaines circonstances, générer des prédictions vérifiables. Passons maintenant à un aspect du fine-tuning que la plupart des discussions populaires n'abordent pas, et qui pourtant est au cœur de la crise actuelle de la physique fondamentale. On l'appelle le problème de la hiérarchie. Et une fois qu'on comprend, le fine-tuning ne paraît plus simplement étrange. Il paraît activement improbable, dans un sens qui pose un problème technique très concret. Le modèle standard de la physique des particules prédit l'existence d'une particule appelée le boson de Higgs. Ce boson a été découvert en 2012 au Grand Collisionneur de Hadron du CERN, à Genève, confirmant l'une des prédictions les plus importantes de la physique du XXe siècle. Le boson de Higgs est responsable de la masse des autres particules. Sans lui, les électrons et les quarks n'auraient pas de masse, les atomes ne se formeraient pas, et tout ce que nous connaissons s'effondrerait. Mais voici le problème. La masse du boson de Higgs, telle qu'elle a été mesurée, est bien plus légère que ce que la théorie des champs quantiques prédit naturellement. Les corrections quantiques, les effets des fluctuations du vide à toutes les échelles d'énergie, devraient pousser la masse du Higgs vers l'échelle de Planck, l'échelle d'énergie la plus fondamentale de la physique. Cette échelle est environ 17 ordres de grandeur, 10 millions de milliards de fois, plus grande que la masse observée du Higgs. Pour que la masse du Higgs soit aussi petite qu'elle est, il faut que plusieurs termes gigantesques se cancellent avec une précision extraordinaire, ne laissant qu'un résidu minuscule. C'est comme si vous jetiez 2 paquets de billets de 100 € en l'air, l'un contenant un nombre astronomique de billets positifs, l'autre un nombre presque identique de billets négatifs, et qu'après avoir tout compté, il ne restait exactement que 23,40 €. La précision de cette annulation n'est pas fortuite dans aucune théorie physique connue. C'est du réglage fin par excellence, mais cette fois au cœur de la physique des particules. Ce problème de hiérarchie était l'une des grandes motivations pour la supersymétrie, une théorie qui postule que chaque particule connue a un super partenaire, avec des propriétés légèrement différentes. Dans un univers supersymétrique, les corrections quantiques qui gonflent la masse du Higgs se cancelleraient naturellement avec les contributions des superpartenaires, sans nécessité de réglage artificiel. La supersymétrie était si bien motivée théoriquement que la communauté des physiciens était largement convaincue qu'elle serait découverte au CERN. Elle ne l'a pas été. Malgré des années de collision à des énergies sans précédent, aucun superpartenaire n'a émergé des données. La supersymétrie n'est pas réfutée, les superpartenaires pourraient encore se cacher à des énergies plus élevées, mais l'absence de signal là où on l'attendait le plus fortement a provoqué une crise de confiance profonde dans la communauté de la physique des hautes énergies. Cette crise a une signification directe pour le débat sur le fine-tuning. La supersymétrie était précisément la réponse naturelle au problème de la hiérarchie. Sans elle, la masse du Higgs exige un fine-tuning aussi inexplicable que les autres constantes évoquées dans cette vidéo. Et le fait que la nature semble avoir choisi le réglage fin plutôt que l'élégance supersymétrique a profondément ébranlé ceux qui croyaient qu'une théorie plus profonde expliquerait tout naturellement. Il existe des alternatives. La théorie de la Technicolor, divers modèles de dimensions supplémentaires, la relativité de l'échelle. Chacune propose une explication différente du problème de la hiérarchie.
aucune n'a encore été confirmée expérimentalement. Et dans ce silence expérimental, le problème du fine-tuning du Higgs reste ouvert, comme une plaie non cicatrisée dans la théorie des particules. Il faut maintenant parler d'un personnage que nous n'avons pas encore rencontré dans cette histoire, et dont le nom revient dans presque toutes les conversations sérieuses sur le fine-tuning et ses implications. Max Tegmark, cosmologiste suédois-américain au MIT. Tegmark a proposé l'une des réponses les plus radicales et les plus difficiles à rejeter au problème du réglage fin. Sa réponse s'appelle l'hypothèse de l'univers mathématique. Voici l'idée centrale. Nous avons tendance à penser que les mathématiques sont un outil que nous créons pour décrire le monde physique. Mais Tegmark propose l'inverse. Le monde physique est une structure mathématique. Pas décrit par les mathématiques, mais littéralement identique à une structure mathématique. Dans ce cadre, toutes les structures mathématiques cohérentes existent physiquement. Notre univers n'est qu'une structure mathématique parmi une infinité d'autres, tout aussi réelles les unes que les autres. La conséquence pour le fine-tuning est directe. Si toutes les structures mathématiques existent, alors tous les ensembles possibles de lois physiques et de constantes existent. Nous habitons l'une de celles qui permettent des observateurs conscients, non parce que quelqu'un l'a voulu, mais parce que dans cet ensemble infini de structures, il y en a forcément quelques-unes qui contiennent des êtres capables de se poser des questions. C'est la réponse la plus économe d'hypothèses ad hoc, pas de créateur, pas de multivers physique qui nécessite un mécanisme de génération, juste la totalité des possibilités mathématiques existant toutes d'égal droit. Les critiques soulignent que cette hypothèse, si elle explique tout en principe, ne prédit rien en particulier. Et si on ne peut rien prédire, est-on encore dans le domaine de la science ? Tegmark répond que l'hypothèse prédit que nous devrions observer l'univers le plus simple compatible avec notre existence, et que des études montrent que notre univers se situe effectivement dans la gamme la plus simple des univers habités. Mais ce test reste statistiquement très difficile à mettre en œuvre de manière rigoureuse. Ce qui est certain, c'est que l'hypothèse de Tegmark représente l'extrémité d'un spectre. D'un côté, certains physiciens estiment que le problème du fine-tuning disparaîtra quand une théorie plus profonde sera découverte, que les constantes seront calculables à partir de premiers principes, comme les orbites planétaires le sont à partir de la mécanique newtonienne. De l'autre côté, des penseurs comme Tegmark ou les partisans du multivers estiment que certaines constantes n'ont pas de valeur fondamentale. Elles sont ce qu'elles sont parce que les observateurs ne peuvent se trouver que là où elles permettent l'existence. Entre ces deux pôles, il y a le silence inconfortable de ceux qui ne savent pas, et qui reconnaissent honnêtement que la physique actuelle ne permet pas de trancher. C'est peut-être la position la plus difficile à tenir publiquement, et pourtant, c'est celle qui reflète le plus fidèlement l'état réel des connaissances. Regardons cette question sous un angle encore différent, celui de l'histoire de la science elle-même. Ce n'est pas la première fois que la physique bute sur des coïncidences numériques inexplicables. Arthur Eddington, l'astronome qui avait confirmé la relativité générale d'Einstein en 1919, avait passé la fin de sa carrière à chercher des connexions profondes entre les grandes constantes de la nature. Il était obsédé par un nombre particulier, le nombre de protons dans l'univers observable, et pensait qu'il devait être lié à d'autres constantes fondamentales par des rapports mathématiques précis. Ces tentatives se révélèrent être une impasse. Paul Dirac, l'un des fondateurs de la mécanique quantique et de l'électrodynamique quantique, avait lui aussi remarqué ce qu'il appelait les grandes coïncidences numériques. Le rapport entre la force électrique et la force gravitationnelle entre deux protons est du même ordre que le nombre d'atomes dans l'univers observable, élevé à une certaine puissance. Ces coïncidences entre des nombres qui semblent ne rien avoir à faire ensemble ont hanté Dirac pendant des décennies. Il avait proposé, assez sérieusement, que les constantes fondamentales pourraient évoluer avec le temps, que la gravitation, par exemple, était peut-être plus forte dans le passé lointain de l'univers. Des tests observationnels ont depuis montré que ce n'est pas le cas, ou du moins, pas de manière mesurable. Ce que ces épisodes illustrent, c'est que la tentation de trouver un sens profond dans les coïncidences numériques de la physique est ancienne, persistante et difficile à résister. Les plus grands physiciens du XXe siècle y ont succombé. Ce n'est pas nécessairement une faiblesse, c'est l'expression d'une intuition, peut-être justifiée, que les nombres ne se trouvent pas là par hasard. Mais l'histoire montre aussi que cette intuition peut mener dans des directions qui ne tiennent pas à l'épreuve de l'expérience. Ce qui distingue le fine-tuning contemporain des spéculations d'Eddington ou de Dirac, c'est la rigueur des calculs et la multiplicité des indices convergents. Ce n'est pas une coïncidence entre deux nombres tirés de leur contexte. C'est une accumulation de cas indépendants, la constante cosmologique, la constante de structure fine, la résonance du carbone, les forces nucléaires, la gravitation, l'entropie initiale, qui pointent tous dans la même direction.
Cet univers est configuré de façon très particulière et même de légères déviations dans presque n'importe quelle direction rendraient la vie impossible. Revenons un instant sur une question que nous n'avons pas encore posée directement. Est-ce que nous sommes certains que la vie exige ces valeurs précises ? Après tout, nous ne connaissons qu'un seul type de vie, la vie carbonée, qui utilise des molécules organiques complexes qui se dissouent dans l'eau liquide, qui extrait de l'énergie de gradients chimiques. Peut-être que dans d'autres univers, avec d'autres constantes, d'autres formes de complexité émergent, des structures qui n'utilisent pas le carbone, qui n'ont pas besoin d'étoiles, qui ne ressemblent en rien à ce que nous appelons vie, mais qui atteignent quand même une complexité et peut-être une conscience. Cette possibilité est sérieuse. Elle est au cœur des critiques de Fred Adams et d'autres. Quand on dit que la vie est impossible si une constante varie de quelques pourcents, on entend généralement « la vie telle que nous la connaissons est impossible ». Mais la vie telle que nous la connaissons est peut-être une contrainte bien plus étroite que toute forme de complexité organisée. Imaginez un univers sans protons stables, sans noyau atomique, sans chimie organique. Les lois qui le gouvernent semblent incompatibles avec la vie, du moins vues depuis notre perspective. Mais peut-être que dans ce milieu radicalement différent, d'autres formes de structures complexes et auto-organisées émergent, que nous ne savons simplement pas imaginer parce que nous n'avons jamais rencontré rien de semblable. L'astrophysicien Fred Adams a calculé que même des univers sans forte résonance nucléaire pourraient produire de l'énergie par d'autres mécanismes, notamment par irradiation des trous noirs de Hawking à des températures utilisables. C'est une remarque importante. Elle ne dissout pas le problème du fine-tuning. Les contraintes restent très réelles pour notre type de vie, mais elle l'adoucit. La question n'est peut-être pas « pourquoi cet univers est-il fait pour la vie ?», mais « pourquoi cet univers est-il fait pour notre type particulier de vie ?» Et cette version de la question est peut-être plus facile à répondre, notamment par l'argument de sélection anthropique dans un multivers. Mais alors il faut faire face à une autre question, plus inconfortable encore. Pourquoi y a-t-il des observateurs conscients dans cet univers ? La constante de structure fine doit avoir la bonne valeur pour que le carbone existe. Mais le carbone existe aussi dans un verre de vin, ou dans les cendres d'un feu de camp. Ce qui est particulier dans la vie, ce n'est pas seulement la chimie du carbone, c'est l'existence d'entités capables de se poser des questions sur leur propre existence, capables de modéliser l'univers, capables de se souvenir du passé et d'anticiper l'avenir. La conscience, l'expérience subjective, le « qu'est-ce que c'est que d'être moi ?», tout cela dépend non seulement des bonnes constantes physiques, mais d'une chaîne extraordinairement longue et improbable d'événements biologiques, évolutifs et neuronaux. Et pourtant, ici nous sommes. Il existe dans la littérature cosmologique une idée que l'on appelle le principe anthropique fort. Dans sa version la plus extrême, ce principe postule que non seulement les observateurs sont nécessaires pour que l'univers existe en tant qu'entité physique, dans le sens de la mécanique quantique, où l'observation joue un rôle dans la réalisation des états physiques, mais que l'univers doit engendrer des observateurs. John Wheeler, le physicien américain qui avait inventé le terme « trou noir », avait proposé une variante appelée « l'univers participatif ». Les observateurs ne sont pas de simples spectateurs de l'univers, ils y participent activement, et peut-être même le font exister rétroactivement par leurs observations du passé cosmique. C'est une idée qui touche à la philosophie de la physique quantique et qui reste profondément débattue. Elle n'a pas de statut consensuel. Mais elle illustre combien la question du réglage fin, quand on tire son fil jusqu'au bout, mène à des territoires où la frontière entre physique, philosophie et métaphysique devient très difficile à tracer. Ce qui rend cette frontière particulièrement inconfortable pour certains physiciens, c'est qu'elle ressemble à d'anciennes questions déguisées en nouvelles. La question « Pourquoi l'univers est-il fait pour la vie ?», est une version modernisée de « Pourquoi sommes-nous ici ?» Et la réponse « Parce que si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas là pour le constater », l'argument anthropique, ressemble dangereusement à une tautologie. Mais il y a une subtilité cruciale. Une tautologie ne fait aucune prédiction. L'argument anthropique, lorsqu'il est appliqué à un ensemble diversifié d'univers possibles, peut faire des prédictions, comme l'a montré Weinberg en 1987. La force de l'argument n'est pas dans la tautologie elle-même, mais dans ce qu'elle implique quand on la combine avec des hypothèses sur la distribution des univers possibles. C'est là que la science commence et que la philosophie se sépare de la physique. La distinction entre le modèle standard et une théorie plus profonde, une théorie du tout, la grande unification qui expliquerait pourquoi toutes les constantes ont les valeurs qu'elles ont, reste le saint graal de la physique théorique. Depuis Einstein, qui a consacré les 30 dernières années de sa vie à chercher un champ unifié, jusqu'à Hawking, qui a déclaré peu avant sa mort qu'il n'était plus certain qu'une telle théorie existait,
Les plus grandes intelligences de la physique ont cherché la loi cachée derrière les lois apparentes. La théorie des cordes était le candidat le plus prometteur. Ces adeptes ont longtemps espéré qu'une version particulière de la théorie, une solution unique parmi les millions de solutions possibles, émergerait comme la vraie et permettrait de calculer toutes les constantes à partir de premiers principes. Cet espoir s'est évanoui quand il est apparu que le nombre de solutions cohérentes de la théorie des cordes est non pas fini, mais astronomiquement grand. Au lieu d'une seule vérité, la théorie des cordes semble offrir un vaste catalogue d'univers possibles, le fameux landscape, et aucun principe supplémentaire ne semble en sélectionner un plutôt qu'un autre. La gravité quantique à boucle, l'approche concurrente développée notamment par Carlo Rovelli et Lee Smolin, adopte une attitude différente. Elle n'essaie pas de dériver les constantes de premier principe, mais de comprendre la structure de l'espace-temps à l'échelle la plus petite possible. Elle n'a pas non plus résolu le problème du fine-tuning. La gravité quantique à boucle suppose les lois de la physique connues et cherche à les réconcilier entre elles. Elle ne les explique pas. Peut-être que la question « pourquoi ces constantes et pas d'autres ?» n'a pas de réponse dans le cadre de la physique actuelle. Peut-être que certaines constantes sont fondamentalement contingentes, aussi imprévisibles que le fait que la Terre orbite à la distance où elle orbite autour du Soleil. Nous n'avons pas de théorie physique qui explique pourquoi la Terre est à cette distance et non à une autre. C'est un fait historique, le résultat d'un ensemble d'accidents gravitationnels dans la nébuleuse protosolaire. Weinberg lui-même a utilisé cette analogie. Les constantes fondamentales pourraient être, comme les distances planétaires dans notre système solaire, le résultat de conditions initiales contingentes dans un multivers immense, sans nécessiter une explication plus profonde. Mais il y a une différence cruciale entre la distance de la Terre au Soleil et la constante de structure fine. On peut imaginer une Terre à une distance différente, il existe des planètes à toutes les distances dans l'univers, la vie n'exige pas une distance précise au micromètre près. La constante de structure fine, en revanche, si on la déplace d'1% dans une direction ou dans l'autre, change si profondément la physique nucléaire et atomique que plus aucun atome stable, plus aucune étoile, plus aucune chimie n'est possible. La sensibilité est d'un ordre de grandeur radicalement différent. C'est là que le problème résiste. Pas à toutes les tentatives d'explication, pas de façon hermétique et définitive, mais avec une persistance qui, depuis des décennies, défie les solutions proposées les unes après les autres. Le physicien et philosophe Richard Feynman, qui était rarement à court de mots face à n'importe quel problème physique, avait avoué ne pas savoir quoi penser de la constante de structure fine. Il la décrivait comme un mystère depuis sa découverte, un nombre sans compréhension apparu du ciel. Et il ajoutait que d'un côté, les bons théoriciens mettent ce genre de nombre sur leur tableau et s'en préoccupent, et il en était lui-même. Un demi-siècle après Feynman, le nombre est toujours là, et toujours inexpliqué. L'entropie. Ce mot paraît technique, presque froid, mais derrière lui se cache l'une des réalités les plus profondes de l'univers physique. L'entropie mesure le degré de désordre d'un système. Une chambre bien rangée a une entropie faible. Tout est à sa place, ordonné, structuré. Une chambre dans laquelle un enfant a joué toute la journée a une entropie élevée. Les jouets partout, les vêtements éparpillés, le chaos règne. La deuxième loi de la thermodynamique stipule que dans un système isolé, l'entropie augmente toujours. Le désordre croît, l'ordre se dissout. Un glaçon dans un verre d'eau tiède fond parce que l'état de maximum de désordre, l'eau uniformément tiède, est bien plus probable que l'état ordonné où la chaleur est concentrée dans le liquide et le froid dans le glaçon. La question qui surgit alors est vertigineuse. Dans quel état était l'univers au moment du Big Bang ? La réponse est dans un état d'ordre extraordinaire, d'une pureté, d'une structure, d'un arrangement qui défie toute intuition. Le Big Bang n'était pas une explosion chaotique, c'était une détonation d'une précision absolue, un état initial d'une ordonnance qui confine au miraculeux. Roger Penrose, le mathématicien et physicien britannique qui a partagé le prix Nobel de physique en 2020, s'est attaqué à cette question avec une rigueur mathématique implacable. Il a calculé la probabilité que l'état initial de l'univers, l'état de très basse entropie du Big Bang, se produise par hasard parmi tous les états possibles qu'un univers de cette taille et de cette masse pourrait prendre. Pour faire ce calcul, Penrose a estimé l'entropie maximale que notre univers pourrait atteindre si toute la matière se condensait en trous noirs. Puis, il a calculé l'entropie réelle de l'état initial. La différence entre ces deux valeurs est astronomique. Puis, il a utilisé la formule de Boltzmann qui lie l'entropie au logarithme du nombre d'états accessibles. Et là, il a obtenu un chiffre qui lui a sans doute donné le vertige même à lui. La probabilité de l'état initial de l'univers, une chance sur 10 à la puissance 10 à la puissance 123.
Prenons un instant pour saisir ce nombre, même superficiellement. 10 à la puissance 123, c'est déjà un nombre colossal. 1 avec 123 zéros. Mais la probabilité de Penrose est 10 à la puissance de ce nombre. Ce n'est pas 1 avec 123 zéros. C'est 1 avec autant de zéros qu'on en pourrait écrire en notant un zéro sur chaque proton, neutron et autres particules de l'univers observable. Et on n'aurait encore pas terminé d'écrire ce nombre. Penrose lui-même a commenté ce résultat avec une formule frappante. Pour produire un univers ressemblant à celui dans lequel nous vivons, le créateur devrait viser un volume absurdement infime de l'espace des phases des univers possibles. Environ 1 sur 10 à la puissance 10 à la puissance 123 de l'espace total. Ce calcul a une implication troublante. Même le multivers ne résout pas ce problème. Si l'univers est tiré au hasard parmi des milliards d'univers, mais que la probabilité d'obtenir un état initial aussi ordonné que le nôtre reste de l'ordre de 1 sur 10 à la puissance 10 à la puissance 123 pour chaque tirage, alors même un multivers infini serait statistiquement incapable de produire notre univers par le seul jeu du hasard. Penrose lui-même a critiqué l'inflation cosmique, la théorie qui postule une expansion ultra rapide juste après le Big Bang pour expliquer certaines propriétés de l'univers, en soulignant qu'elle n'explique pas l'état de basse entropie initiale. Au contraire, elle présuppose que cet état existait déjà. Pourquoi le Big Bang a-t-il démarré dans cet état d'ordre exceptionnellement bas ? Nous ne savons pas. La physique actuelle ne fournit aucune raison pour que cela soit ainsi. C'est simplement ce que nous observons. Un univers né d'une graine, d'une propreté désarmante. Comme si quelqu'un avait rangé la chambre de manière obsessionnelle avant de refermer la porte et de souffler la bougie. Et si tout cela, la constante cosmologique, la constante de structure fine, la résonance du carbone, les forces nucléaires, la gravitation, l'entropie initiale, s'accumulaient pour former une image qui dépasse le simple commentaire scientifique. C'est là que la discussion bifurque en plusieurs chemins. La première réponse naturelle de la physique au problème du réglage fin est aussi la plus radicale, le multivers. Si notre univers n'est pas le seul univers, si au contraire il existe un nombre astronomique d'univers, peut-être infini, chacun avec des valeurs différentes de ces constantes, alors il n'y a rien d'étonnant à ce que nous habitions un univers avec des constantes favorables à la vie. Nous ne pourrions pas observer autre chose. C'est ce qu'on appelle l'effet de sélection anthropique. Nous sommes là pour poser la question, parce que nous vivons dans l'univers qui permet notre existence. C'est une idée séduisante, mais elle vient avec un coût considérable. Le physicien Leonard Susskind, de l'université de Stanford, a été l'un des champions de la réponse du multivers. En 2003, il a popularisé l'idée du paysage des cordes, le landscape de la théorie des cordes, dans lequel les différentes façons dont les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes peuvent se replier sur elles-mêmes engendrent des univers avec des valeurs différentes de toutes les constantes fondamentales. Le nombre de ces configurations est si grand qu'il dépasse toute imagination, un nombre suivi de plusieurs centaines de milliers de zéros. Dans ce vaste paysage, il existe des régions où toutes les combinaisons de constantes physiques sont réalisées, y compris les quelques-unes qui permettent l'existence d'atomes stables, d'étoiles et de vie. Cette idée a un problème fondamental que ses partisans eux-mêmes reconnaissent. Elle ne fait aucune prédiction vérifiable. Si on peut ajuster l'espace des univers possibles pour qu'ils contiennent presque n'importe quelle observation, on ne peut jamais rien prédire avec certitude. Lee Smolin, physicien théoricien et fondateur de l'Institut Perimeter, a résumé cette critique avec une précision chirurgicale. Le principe anthropique ne peut donner aucune prédiction falsifiable et ne peut donc pas faire partie de la science. Susskind et Smolin ont eu à ce sujet un échange public acrimonieux, chacun accusant l'autre de trahir les principes de la méthode scientifique. Ce débat n'est pas académique. Il touche à la question même de ce que signifie faire de la physique. Il y a une autre difficulté, plus subtile, avec le multivers comme explication du réglage fin. Même si des univers multiples existent avec des constantes différentes, il faut encore expliquer pourquoi notre univers a un état initial de basse entropie aussi exceptionnel. Penrose a montré mathématiquement que même dans un multivers, obtenir cet état particulier reste inexplicablement improbable. Invoquer le multivers pour répondre au problème du réglage fin des constantes sans répondre à la question de l'entropie initiale, c'est boucher un trou pour en ouvrir un autre. Et pourtant, le multivers n'est pas la seule tentative d'explication naturelle. Lee Smolin lui-même a proposé une alternative fascinante, la sélection naturelle cosmologique. L'idée est audacieuse. Selon Smolin, quand une étoile s'effondre en trou noir, elle donne naissance à un univers enfant, dans lequel les constantes sont légèrement différentes de celles de l'univers parent. Ces univers enfants peuvent à leur tour former des étoiles,
des trous noirs, et engendrer des univers petits-enfants. Progressivement, par un processus analogue à la sélection darwinienne, les univers qui produisent beaucoup de trous noirs prolifèrent, et ces univers, par un heureux effet de bord, ont aussi des constantes qui permettent les étoiles massives, la chimie complexe et peut-être la vie. C'est une idée élégante, mais elle a été soumise à des critiques sévères. D'abord, elle fait une prédiction spécifique. Notre univers devrait être optimisé pour la production de trous noirs. Des observations récentes ont montré des étoiles à neutrons plus massives que ce que la théorie de Smolin prédit, ce qui s'accorde mal avec l'idée que notre univers maximise les trous noirs. Ensuite, Leonard Susskind et d'autres ont souligné que le mécanisme de transfert d'informations d'un univers parent à un univers enfant viole les principes fondamentaux de la physique des trous noirs. Selon une décennie de développement théorique, incluant l'évolution de la pensée de Hawking lui-même, aucune information ne peut être transmise au-delà de l'horizon d'un trou noir. Le mécanisme de Smolin paraît donc inopérant. Et puis, il y a une troisième voie, plus provocatrice encore, qui a gagné des partisans inattendus parmi les physiciens et les philosophes. Le philosophe Nick Bostrom, de l'université d'Oxford, a mis sur la table en 2003 un argument devenu célèbre sous le nom de l'argument de simulation. Il repose sur une logique en 3 branches. Soit la grande majorité des civilisations intelligentes s'éteignent avant d'atteindre la capacité technologique de créer des simulations consciemment habitées, soit elles atteignent cette capacité mais choisissent, pour une raison quelconque, de ne pas lancer de simulation massive, soit, et c'est la 3e branche, nous vivons presque certainement dans une simulation. Le raisonnement est le suivant. Si jamais une civilisation crée de nombreuses simulations d'univers habités, le nombre d'entités simulées dépasse rapidement le nombre d'entités réelles. La probabilité qu'un observateur conscient soit réel devient donc infime. Le philosophe David Pearce a écrit que cet argument est peut-être le premier argument intéressant pour l'existence d'un créateur en 2000 ans. En ce qui concerne le réglage fin de l'univers, l'hypothèse de simulation offre une réponse directe. Les constantes sont ce qu'elles sont parce que le programmeur les a choisies ainsi pour permettre l'émergence d'observateurs. Le fine-tuning n'est pas mystérieux, c'est une intention codée. Bien entendu, cette réponse soulève immédiatement une question. Qui a réglé les constantes de l'univers dans lequel vit ce programmeur ? On repousse le problème sans le résoudre. Les physiciens qui rejettent l'hypothèse de simulation le font généralement sur des bases pragmatiques. La physicienne Sabine Hossenfelder, qui compte parmi les critiques les plus virulentes de certaines tendances spéculatives de la physique théorique, a soutenu que simuler un univers physique complet exigerait un ordinateur plus grand que l'univers lui-même, rendant l'idée physiquement impossible. D'autres relèvent que si nous vivions dans une simulation, nous devrions nous attendre à observer des bugs, des anomalies dans les lois physiques, des discontinuités dans le tissu du réel. Jusqu'à présent, malgré des décennies d'observations de précision, aucun bug n'a été détecté. Le débat sur les explications du réglage fin fait rage depuis des décennies, et il serait malhonnête de prétendre qu'une réponse claire et définitive a émergé. Mais quelque chose d'important s'est passé dans ce débat depuis les années 80. Certains physiciens, qui l'avaient d'abord mis de côté comme une question de philosophie ou de métaphysique sans intérêt, ont commencé à le prendre très au sérieux. Il faut s'arrêter un instant sur une critique que plusieurs physiciens sérieux, dont Fred Adams de l'Université du Michigan, ont formulée contre certaines des affirmations les plus extrêmes du fine-tuning. Dans un article de 2019 qui a fait beaucoup de bruit, Adams a montré que pour certains paramètres, notamment la force gravitationnelle, la plage de valeurs compatibles avec la formation d'étoiles est bien plus large qu'on ne le pensait. Dans certains cas, la gravitation pourrait varier d'un facteur 1 milliard et des étoiles se formeraient quand même. De même, des analyses sur le processus triple alpha ont montré que la fenêtre de résonance du carbone est peut-être moins étroite que le suggèrent certains calculs préliminaires. Ces corrections sont importantes. Elles tempèrent les affirmations les plus absolues. Mais, et c'est crucial, elles ne font pas disparaître le problème. Adams lui-même reconnaît que même si les paramètres individuels ont des plages plus larges qu'on ne le croyait, les ratios entre eux restent soumis à des contraintes extrêmes. Et le problème de la constante cosmologique, ce facteur d'1 avec 120 zéros de discordance, reste entier, intact, inexpliqué par toutes ces nuances. La physicienne Sabine Hossenfelder, pourtant l'une des critiques les plus incisives des spéculations non vérifiables en physique, pose la question différemment. Pour parler de fine-tuning et d'improbabilité, il faut une distribution de probabilité. Sur quoi se fonde-t-on pour dire qu'une valeur est improbable si on ne connaît pas la distribution des valeurs possibles ? C'est une critique méthodologique valide, mais elle s'applique symétriquement.
on ne sait pas non plus que cette valeur est probable. L'incertitude épistémique est réelle des deux côtés. Ce que la discussion révèle en définitive, c'est que nous nous heurtons à une limite fondamentale de ce que la science peut expliquer seule. La physique peut mesurer les constantes. Elle peut calculer avec précision ce qui se passe si on les modifie. Elle peut construire des théories, le multivers, la sélection naturelle cosmologique, pour tenter d'expliquer pourquoi elles ont les valeurs qu'elles ont. Mais aucune de ces théories n'est actuellement testable. Aucune ne génère de prédictions falsifiables que nous pourrions vérifier avec nos instruments. Et sans falsifiabilité, nous sommes dans un espace que Karl Popper, le philosophe de la science, aurait qualifié de non scientifique. Non pas pour dire qu'il est sans importance, mais pour dire qu'il n'est pas de la physique au sens expérimental du terme. C'est peut-être l'une des frontières les plus honnêtes auxquelles la science soit jamais arrivée. Et c'est là que le débat philosophique s'embrase pour de bon. Car les mêmes chiffres qui laissent les physiciens sans explication satisfaisante sont devenus le terrain de prédilection des arguments en faveur d'un design cosmique, d'une intelligence organisatrice, d'un dieu ou d'un principe d'ordre qui transcende la physique. L'argument du design cosmologique n'est pas nouveau. Il remonte au moins au théologien anglican William Paley, qui au XVIIIe siècle a comparé l'univers à une montre trouvée sur une lande déserte, un objet si complexe et si bien agencé qu'il implique nécessairement un horloger. Mais le fine-tuning cosmologique a donné à cet argument une forme contemporaine, rigoureuse, appuyée sur des calculs quantitatifs. Des philosophes comme Robin Collins et Richard Swinburne, des scientifiques comme Francis Collins, directeur du projet Génome humain, ont soutenu que la précision du réglage cosmique est bien mieux expliquée par un créateur intentionnel que par le hasard ou le multivers. La réfutation la plus célèbre de cette position vient de Richard Dawkins, le biologiste évolutionniste. Dawkins estime que l'argument du design est profondément insatisfaisant parce qu'il repousse simplement la question: si l'univers exige un concepteur, qui a conçu ce concepteur ? Un dieu capable de calculer et d'implémenter le fine-tuning cosmologique doit être au moins aussi improbable que le fine-tuning lui-même. Les partisans du design répondent que cette objection ne s'applique pas à un être nécessaire, non contingent, qui existe par définition. Ce débat tourne en rond depuis des siècles et il continuera de le faire. Ce qu'on peut dire avec honnêteté, c'est ceci. Les données du fine-tuning ne prouvent ni l'existence d'un créateur, ni l'existence d'un multivers. Elles constituent un mystère scientifique de premier ordre, documenté avec une précision extraordinaire, et ce mystère n'a pas reçu d'explication naturelle pleinement satisfaisante. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Quelque chose que les débats sur le design et le multivers ont tendance à occulter. Le réglage fin de l'univers n'est pas seulement une curiosité cosmologique. C'est une fenêtre sur une question qui touche à la nature même de la réalité physique. Pourquoi les lois de la physique sont-elles mathématiquement si belles ? Pourquoi les mêmes équations qui décrivent la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir sont-elles liées aux vibrations des cordes quantiques ? Pourquoi la nature semble-t-elle prendre soin de se décrire avec des structures mathématiques d'une cohérence remarquable ? Le physicien Eugene Wigner a un jour appelé cela « l'efficacité déraisonnable des mathématiques en physique naturelle ». Le mystère que les mathématiques, inventées par l'esprit humain sans référence directe au monde physique, se révèlent si parfaitement adaptées à le décrire. Et peut-être que le fine-tuning des constantes n'est qu'une manifestation particulièrement aiguë de ce mystère plus large. Ces constantes ne sont pas des données aléatoires, plaquées sur des lois arbitraires. Elles s'emboîtent dans des structures mathématiques profondes. Elles s'ajustent mutuellement. Elles forment ensemble un système qui, pour employer une image concrète, ressemble davantage à une partition de musique soigneusement composée qu'à une série de chiffres tirés au hasard dans un chapeau. Ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit, c'est une observation. Et les observations honnêtes, même celles qui restent inexpliquées, sont le carburant de la science. Pendant des siècles, nous avons cru que la Terre était le centre de l'univers. Puis Copernic nous a relégués à la périphérie d'un système solaire ordinaire. Darwin nous a montré que nous n'étions pas le produit d'une création spéciale, mais d'une longue chaîne d'accidents et de sélection. La physique du XXe siècle a dissous nos intuitions sur le temps, l'espace et la causalité. À chaque tournant, nous avons découvert que notre position dans le cosmos était moins centrale que nous ne le pensions. Et pourtant, voici ce que les données du fine-tuning semblent murmurer, obstinément, depuis des décennies. Quelque chose dans la structure profonde de la réalité physique nous concerne. Pas nécessairement nous en tant qu'espèce, ni nous en tant qu'individus. Mais la vie, la complexité, les observateurs, ces phénomènes ne sont pas des accidents dans les marges d'un univers indifférent. Ils semblent être encodés,
à une précision vertigineuse dans les paramètres fondamentaux du réel. Est-ce parce qu'un créateur l'a voulu ainsi ? Est-ce parce que nous sommes l'une des rares bulles habitables dans un multivers immense ? Est-ce parce que nous vivons dans une simulation ? Est-ce parce que des lois encore inconnues expliquent naturellement pourquoi ces constantes prennent les valeurs qu'elles prennent ? Ou est-ce simplement parce que, dans un univers où les constantes sont différentes, il n'y aurait personne pour se poser la question ? Nous ne savons pas. Et cette ignorance honnête, partagée par les plus grands physiciens de notre époque, est peut-être la réponse la plus instructive que la science ait jamais donnée. Ce que nous savons en revanche, c'est ceci. Chaque atome de votre corps a été forgé dans le cœur d'une étoile, grâce à une résonance nucléaire précise que Fred Hoyle a prédite par la seule logique. Ce carbone a pu exister parce que la constante de structure fine a exactement la valeur qu'elle a. Ces étoiles ont brûlé assez longtemps pour que vous existiez, parce que la gravitation est inexplicablement faible. Et vous êtes là pour écouter tout cela, parce que l'univers a démarré dans un état d'ordre si extraordinaire que la probabilité de l'obtenir par hasard dépasse tout ce que les mathématiques peuvent exprimer. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la mesure. Des chiffres vérifiés en laboratoire, confirmés par des décennies d'observation. Ce que ces chiffres impliquent sur la nature du réel, personne ne le sait encore. Mais la question, elle, est réelle. Si cette vidéo vous a donné le vertige, si elle vous a poussé à regarder l'univers un peu différemment, alors laissez un j'aime. C'est le geste le plus simple et le plus direct pour soutenir ce genre de travail. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations. Les trous noirs, les origines de la vie, les mystères de la mécanique quantique. L'univers a encore beaucoup à nous dire.